Au début, le cimetière était silencieux. Des tentes blanches claquaient au vent. Des personnes en deuil, vêtues de cafetans et de saroms noirs, remplissaient la tente. Un cercueil doré repose sur une tombe sombre et ouverte, tapissée de ciment frais. Dans le cercueil repose Judith Anderson, PDG milliardaire, reine de 3 tours sur l'île Victoria, les yeux clos, du coton dans les narines et la bouche. Son mari, Williams, se tient près du cercueil, un mouchoir plié à la main. Les larmes lui montent aux yeux. Un pasteur s'éclaircit la gorge. 2 croque-morts s'approchent pour descendre le cercueil. Soudain, une voix retentit comme le tonnerre. « Arrêtez, ne l'enterrez pas !» Tout le monde se retourna, choqué par cette déclaration. Certains des proches ont sorti leur téléphone pour immortaliser le drame. À l'arrière-plan, un homme vêtu d'un manteau marron en lambeaux se fraye un chemin à travers la foule. Sa barbe est longue et emmêlée. Ses cheveux sont en bataille. Un vieux saxophone pend à son épaule, lourd de la vie qu'il porte encore. Les gens s'éloignent de lui comme s'il était pris dans une tempête. L'homme désigne Judith. Sa main tremble, mais sa voix reste ferme. Elle n'est pas morte. Je t'avais dit de ne pas l'enterrer. Qui est-ce ? Chuchote quelqu'un. Un sans-abri, murmure un autre. La sécurité. 2 gardes s'avancent pour le bloquer, mais il fait un pas de côté et continue d'avancer. Le vent soulève son manteau comme des ailes. Il s'arrête au bord du paillasson où repose le cercueil et fait face à la foule. « Je m'appelle Benjamin, dit-il à bout de souffle. Écoutez-moi, cette femme est vivante. » William frissonne. Sa bouche se durcit. « Jetez ce fou dehors !» crie-t-il. « Monsieur, vous devez respecter les morts. Judith est ma femme. Elle est partie. Nous allons l'enterrer en paix, murmurent les personnes en deuil. Le pasteur baisse sa Bible. Les fossoyeurs marquent une pause. Benjamin pointe à nouveau du doigt. Fermement, fermement. Elle n'est pas partie, dit-il. On lui a administré une substance qui ralentit la respiration et rafraîchit le corps. C'est un canular. Elle a l'air morte, mais elle ne l'est pas, administrez-lui le neutralisant. Une onde de choc submerge les personnes en deuil. Quelqu'un murmure, neutralisant. Un autre demande, de quoi parlez-vous ? Les caméras zooment. Un journaliste se penche. Le visage de Williams se tord de colère. Ça suffit. Dit-il en se tournant vers les gardes. Faites-le sortir d'ici. Mais Benjamin ne bouge pas. Il lève le menton. Williams, dit-il doucement, comme s'il le connaissait. Vous savez ce que vous avez fait, et le docteur David le sait aussi. Le nom tombe comme une pierre dans l'eau. Les yeux se révulsent. Le médecin de famille, David, est debout. Son stéthoscope pend dans sa poche, les lèvres pincées. Il regarde Benjamin comme on regarde une porte fermée. Pasteur, dit Williams d'une voix sèche, continuez le service. Le pasteur hésite. Ses doigts tremblent sur la page. Benjamin avance lentement vers le cercueil. Son regard s'adoucit lorsqu'il pose son regard sur Judith. « Madame » murmure-t-il presque pour lui-même. « Attendez. » Puis il élève la voix, examine sa bouche, lui touche le poignet, lui réchauffe la poitrine. Elle est là. J'ai entendu le plan de mes propres oreilles. Williams a parlé d'un enterrement rapide. Le docteur David a signé le document. Veuillez lui donner le neutralisant. Le silence s'épaissit. Même les carpes arrêtent de battre des ailes comme si elles écoutaient. Une femme en dentelle violette sort du premier rang. Ses mains tremblent. Si possible, dit-elle, on devrait y jeter un œil. Ce n'est pas nécessaire, rétorque Williams. La sueur perlait sur son front. On a tout fait, confirme le médecin. Qu'il vérifie, demande quelqu'un dans la foule, combien ça va coûter ? Une autre voix intervient. Qu'il vérifie. Le murmure se transforme en vague, les tatouages. Les yeux se rétrécissent vers Williams. Les gardes semblent hésitants. Le docteur David s'éclaircit la gorge. C'est ridicule, dit-elle en esquissant un sourire forcé. La douleur pousse les inconnus à dire des bêtises. Je l'ai examiné. Benjamin se tourne vers lui.
D'où viennent mes fermes? Docteur, elle lui a donné un hôpital. Elle t'a acheté une voiture. Elle te faisait confiance. Une lueur illumine les yeux du docteur David. Il regarde Williams. Williams hoche légèrement la tête. Puis Benjamin laisse tomber son sac dans l'herbe, s'agenouille près du cercueil et fait un geste simple. Il enlève son manteau et le plie en oreiller. S'il vous plaît, dit-il au pasteur, à quiconque en a le courage. Aide-moi à la redresser un peu, juste un peu. Elle a besoin d'air. Alors, ouvre-lui la bouche, juste un peu. Silence. Le genre de silence qui fait mal. Une femme plus âgée s'avance. Son gel est serré et tranchant. Ses yeux sont humides. Je suis sa tante, dit-elle. S'il y a une petite chose que nous pouvons faire, nous la ferons. Le charme sera là. Deux femmes bougent. Un jeune homme en costume noir place sa main sous les épaules de Judith. Les fossoyeurs reculent pour faire de la place. Ensemble, avec précaution, ils soulèvent Judith suffisamment haut pour que Benjamin puisse glisser le manteau plié sous son col. De près, le visage de Judith semble endormi. Ses cils sont de longues ombres. Le coton dans ses narines blanches contre sa peau. S'il vous plaît, retirez ce coton, dit doucement Benjamin. Lentement, la carpe bouge la tête et, d'un geste délicat, retire le coton. L'air semble circuler à nouveau. Benjamin sort une petite ampoule marron de son sac. Elle a l'air vieille, comme si elle avait été sur de nombreuses routes. Il la brandit pour que tout le monde la voie. Un neutralisant, dit-il. Son corps a été ralenti par une force amère. Cela la ramènera. Williams se précipite, mais deux personnes en deuil se dressent entre lui et Benjamin. Qui c'est? Dylan. S'il rate sa cible, on l'enterre. Si ça marche et que Williams tombe. Et puis. Alors on remercie Dieu, dit la carpe. Avec un regard sévère. Le docteur David serre les mâchoires. Ne lui donnez pas de liquide, docteur, dit la tante. S'il est sûr qu'elle est partie, ça ne servira à rien. Qu'il essaie. Tous les regards se tournent vers l'ampoule. Le soleil se glisse derrière un nuage et se pose comme une main sur la scène, sur le cercueil, sur la tombe ouverte, sur l'homme au manteau en lambeaux qui ressemble à l'espoir. Benjamin s'agenouille. Ses mains sont désormais fermes, renforcées par la détermination. Il dévisse le bouchon et insère le compte-gouttes dans le flacon. Il se tourne vers sa carpe. S'il vous plaît, aidez-moi à lui ouvrir la bouche. La carpe glisse doucement un doigt au coin des lèvres de Judith. Le jeune homme en noir soulève Judith un peu plus haut. Benjamin se penche vers elle. La foule se penche avec lui. Williams tremble. Si tu fais ça, commence-t-il à dire. Mais sa voix se brise. Benjamin tient le compte-gouttes sur la bouche de Judith. Une goutte, murmure-t-il. Revenez, madame. Ajoutez une goutte. Une seule goutte claire tombe. La goutte atterrit sur la langue de Judith. Le silence régna, attendant la prochaine étape. Benjamin compte doucement. 1, 2, 3. Rien. 4, 5 inventifs à travers la carpe. 6 La main de Benjamin tremble. Il lève le compte-gouttes pour une dernière goutte. N'osez pas. Crie William en avançant. La carpe lève la main. Restez en arrière. Benjamin presse la deuxième goutte et elle tombe, et dans ce petit espace entre la goutte et sa langue avant qu'elle ne la touche, un son s'élève de la poitrine de Judith, si faible qu'il pourrait s'agir de gaz ou d'un souvenir. Est-ce une toux? La goutte la frappe. La gorge de Judith se serre, ses lèvres s'entr'ouvrent, et soudain, le chaos règne autour du cimetière. Des cris, des hurlements, des prières et des babillages envahissent soudain la pièce. Les téléphones sont violemment inclinés, enregistrant des choses invraisemblables. La main de Judith s'était levée et ses lèvres s'entr'ouvrirent dans une faible toux. Le son était si faible, mais il coupa le bruit comme un éclair. Les yeux de Benjamin brûlaient d'espoir. Il se pencha plus près. Elle revient, dit-il d'une voix tremblante mais assurée. Je t'avais dit qu'elle était vivante. La carpe serre le poignet de Judith et son visage s'illumine. C'est chaud. Seigneur, aie pitié, il fait chaud. S'écria-t-il.
Une autre femme hurla et tomba à genoux en prière. Elle chanta « Dieu est grand. Dieu est grand ». Mais Williams resta imperturbable. Son visage se tordit de fureur. Tandis que Judith se débattait, il fouilla dans la poche de sa veste. Il en sortit un petit objet métallique. Son éclat se reflétait dans la lumière du soleil. Benjamin se figea. Était-ce un couteau, une seringue, ou pire? Restez en arrière, rugit Williams. Le regard fixé sur lui, la salive dégoulinant de ses lèvres. Il sera sous terre. Vous m'entendez? Sous terre. Deux hommes en costume noir se jetèrent sur lui, mais il les repoussa avec une force désespérée. La foule s'éloigna, paniquée. Les mères serraient leurs enfants dans leurs bras. Le pasteur laissa tomber sa Bible, la voix brisée par la peur. Benjamin ne bougea pas. Il resta planté là, son manteau en lambeaux effleurant l'herbe, sa barbe tremblant au vent. Sa voix tonnait, plus forte que jamais. Myralla, Williams. Regardez votre femme. Elle respire. Tout le monde se retourna, et là, la poitrine de Judith se soulevait et s'abaissait. Faible mais indéniable, une nouvelle toux s'échappa de sa gorge, plus forte cette fois. Ses yeux clignèrent comme de lourdes portes qui s'ouvrent. La foule haleta soudain. La tante s'écria, elle est vivante. Elle est vivante. Les lèvres de Judith tremblèrent, laissant échapper un murmure. Pourquoi? Ses yeux de singe, vitreux et confus. Elle fixait l'homme qui la dominait de toute sa hauteur. Sa voix s'éleva, emplie de douleur. Williams, pourquoi? La scène changea instantanément. Williams perdit toute force. Sa main retomba, l'objet métallique lui échappant des doigts. Une petite seringue remplie d'un liquide trouble s'écrasa sur le ciment près de la tombe. De nouveaux halètements parcoururent la foule. Les gardes se sont jetés sur lui, le plaquant au sol tandis qu'il donnait des coups de pied et hurlait. Non. Rugit Williams. Elle était censée être morte. Elle l'était. Ses paroles furent coupées par les gardes qui lui tordaient les bras dans le dos. La sueur perlait sur son visage, et le masque de douleur qu'elle portait se transforma en rage pure. Tous les regards se tournèrent vers le docteur David. Le médecin avait reculé, le visage déformé. Il tirait nerveusement sur son col, la sueur lui coulant sur les tempes. J'ai dit ce que j'ai vu, balbutia-t-il. Je croyais qu'il était parti. La voix de Benjamin monta brusquement. Menteur, tu l'as aidé. Tu as signé sa mort, sachant qu'elle était encore en vie. Ce n'était pas suffisant pour atteindre tes capacités. Judy toussa de nouveau, plus fort cette fois. Elle se releva péniblement à l'aide de sa tante, les cheveux dénoués, la peau moite de sueur. Ses yeux rouges et féroces fixèrent Williams. Les larmes coulaient, mais sa voix tremblait de puissance. « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» dit-il, ses mots brisant le silence. Pour mériter cela, Williams fixa les bras des gardes. La voix de Judith s'éleva, tremblante de colère et de douleur. « Je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai confié une branche de mon empire. Je t'ai aimé malgré ma richesse, et c'est ainsi que tu me remercies. » La foule explosa en murmures. Certains pleuraient, d'autres secouaient la tête avec incrédulité. Le regard de Judith tomba sur le docteur David, debout là comme un arbre coupable. « Et toi » cracha-t-il d'une voix tremblante. « J'ai construit ton hôpital. Toi d'une voiture. Je t'ai élevé alors que tu n'avais rien. Comment as-tu pu me trahir avec lui ?» balbutia le docteur David, les lèvres haletantes. Mais la vérité était déjà évidente. Inscrite dans sa sueur, dans son silence, la force de Judith vacillait, et elle vacillait. Benjamin fut à ses côtés en un instant, la serrant de ses mains douces et calleuses. Sa voix était douce, désormais sans rugissement. « Doucement, madame, vous êtes en sécurité. » Elle se tourna vers lui et soutint son regard. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais sous elles brillait une lueur de gratitude vive et crue. Pour la première fois, il voyait au-delà de son barbire et de son manteau en lambeaux. Il voyait l'homme qui lui avait sauvé la vie. « Qui es-tu » murmura-t-il, essoufflé. « Pourquoi as-tu fait ça » Benjamin baissa les yeux, la voix rauque. « Parce que je connaissais la vérité, dit-il.
je l'ai entendu hier dans sa voiture. Il parlait d'un enterrement rapide, de silence, de la façon dont l'Empire lui appartiendrait. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Plus jamais. Les personnes en deuil se rapprochaient, suspendues à chaque mot. Judith s'accrochait à son bras, le corps tremblant, la respiration faible mais régulière. Sa voix se brisa tandis qu'il parlait. « Toi, tu m'as sauvé. Il m'a rendu la vie. » William hurla de nouveau, luttant contre les gardes. Elle aurait dû être à moi. Tout aurait dû m'appartenir. Mais ses cris s'éteignirent, noyés par les prières qui montaient de la foule, par les sanglots de ceux qui avaient aimé Judith, par les regards furieux tournés vers lui. Des sirènes hurlaient au loin. La police arrivait. Benjamin, toujours agenouillé près de Judith, leva la tête vers le bruit qui approchait. Ses yeux brûlaient, non pas de fierté, mais d'une lueur plus profonde. La douleur, le souvenir de sa propre vie brisée, pesait sur lui comme des chaînes, réalisa Judith. Elle lui toucha faiblement la main. « Reste avec moi. » murmura-t-elle. « Ne me quitte pas. » Lui annonçant que des véhicules de police franchissaient les grilles du cimetière, leurs gyrophares rouges illuminant les pierres tombales en marbre, chacun se retourna pour assister à la fin d'un chapitre et au début hésitant d'un autre. Car Judith Anderson, qu'on croyait morte, respirait à nouveau, et l'homme qui l'avait tirée de la tombe, l'étranger sans abri ignoré, allait tout changer. Les policiers avancèrent, les gardes prirent Williams dans leurs bras. Les genoux du docteur David cédèrent et il tomba au sol en sanglotant. La police lut les chefs d'accusation à voix haute, tentative de meurtre, complot, trahison. Mais Benjamin ne dit rien. Il se contenta de garder Judith, assise sur son cercueil, la femme qui refusait de mourir. À cet instant, alors que la foudre illuminait son visage buriné, le monde vit Benjamin non pas comme un mendiant, ni comme un fou, mais comme la voix qui avait arrêté la mort elle-même. Judith murmura de nouveau, plus fort cette fois, les larmes ruisselant sur ses joues. « Merci de m'avoir sauvé. » Et la foule, encore sous le choc, se pencha en avant, se demandant ce qui allait se passer ensuite. Le tribunal était plein à craquer. Chaque siège était occupé, chaque coin de rue bondé de gens impatients d'assister à l'affaire qui avait secoué le pays. Dehors, les voitures des chaînes de télévision bordaient la rue, les caméras crachant tandis que les présentateurs chuchotaient dans leurs micros. L'information était partout. La milliardaire Judith Anderson était revenue d'entre les morts. Son mari et médecin de famille avaient été arrêtés suite à une conspiration choquante. Judith elle-même entra lentement, soutenue par Benjamin d'un côté et sa tante de l'autre. Son pas était hésitant, mais elle gardait la tête haute. Elle portait une simple robe noire, dépourvue de son élégance scintillante habituelle, mais sa présence emplissait la pièce. Des halètements de surprise parcoururent la foule alors qu'il s'asseyait au premier rang, les yeux fixés sur l'accusé. William était assis dans le box des accusés, le visage pâle, le regard froid, le masque de chagrin qu'il portait aux funérailles disparu. Ses lèvres se retroussèrent de dédain tandis qu'il jetait un coup d'œil à Judith. À côté de lui était assis le docteur David, la tête baissée, les mains tremblantes. La sueur noircissait sa chemise sous les lumières vives de la salle d'audience. La juge, une femme sévère aux cheveux argentés et aux lunettes pointues, frappa du marteau. Le tribunal siège actuellement. Affaire opposant l'État à William Anderson et au docteur Davidi. Accusation. Tentative de meurtre. Complot de meurtre et faute médicale. Dewarman. Le procureur se leva, la voix ferme et aiguë. Monseigneur, ce à quoi nous sommes confrontés n'est pas un simple cas de cupidité. C'était la conspiration impitoyable d'un mari qui cherchait à enterrer sa femme vivante avec l'aide d'un médecin ayant trahi son serment. Son objectif était de s'emparer de son empire, de ses milliards d'actifs et des entreprises qui nourrissent des familles à travers le pays. Sans le courage d'un seul homme, cette cruauté aurait été scellée sous terre, murmurait la foule. Beaucoup jetèrent un coup d'œil à Benjamin, assis en silence à côté de Judith. Son manteau était lavé, sa barbe peignée, mais son visage portait encore les cicatrices des épreuves. Il baissa les yeux, gêné par cette attention soudaine. Le procureur s'est tourné vers Williams. Niez-vous avoir conspiré pour empoisonner votre femme avec un composé à action lente conçu pour simuler la mort? Et avoir ordonné à ce médecin de déclarer son décès prématurément et d'accélérer son enterrement? Williams se pencha en avant, la voix froide. Je suis entièrement d'accord.
ce ne sont que des mensonges inventés par un vagabond fou et une femme trop faible pour comprendre l'échec de son propre corps. Ma femme était déjà mourante. Je l'ai simplement accepté. Et Judith serra les mâchoires. Elle se leva brusquement, la voix tremblante de rage. Menteuse! Hurla-t-elle. Regarde-moi, Williams, tu as mis du poison dans ma nourriture. Tu as forcé mon médecin, mon ami, à jurer que j'étais mort. Tu as essayé de m'enterrer vivant comme un déchet. La juge a donné un coup de marteau brutal. Elle a rappelé le tribunal à l'ordre, mais l'électricité dans l'air était incontrôlable. Le procureur a sorti une petite fiole scellée d'un sac de preuves. Monsieur, elle a été récupérée dans la seringue retrouvée près de la tombe. Les analyses ont révélé qu'il s'agissait d'une toxine paralysante capable de ralentir le rythme cardiaque, laissant croire que la victime était morte. Seul un médecin qualifié pouvait confirmer la vie de la victime. Et pourtant, ce médecin signait un certificat de décès. Tous les regards se tournèrent vers le docteur David, le visage bouleversé. Il grommelait ouvertement, ses mots jaillissaient. J'étais forcé, il me menaçait. Williams disait que si je ne l'aidais pas, il me ruinerait. Il disait que je perdrais mon hôpital, ma famille. Je jure que j'ai signé uniquement par peur. Le visage de Judith s'assombrit. Peur. Tu les as laissés me mettre dans un cercueil. Tu les as laissés m'enterrer. Tu as trahi ton serment et moi. Le docteur David enfouit son visage dans ses mains. Pardonne-moi, Judith. Pardonne-moi. Le procureur s'est tourné vers le juge. Monsieur, nous avons le poison, nous avons la seringue, nous avons le témoignage de la victime elle-même, et nous avons le témoin, l'homme qui a risqué sa vie pour dire la vérité. Benjamin remarqua le geste du procureur. Toute la salle d'audience se tourna vers lui. Quelques murmures suèrent. C'est un sans-abri. Le mendiant qui a empêché les funérailles. Le juge hocha la tête. Monsieur Benjamin Okoro, veuillez avancer. Benjamin se leva lentement, chaque pas résonnant dans le silence de la salle d'audience. Il s'arrêta à la barre des témoins, ses mains rugueuses agrippant la balustrade en bois. Le serment fut lu. Il jura d'une voix basse mais assurée. Le procureur se pencha vers lui. Monsieur Okoro, racontez l'histoire dont vous avez été témoin. Benjamin leva la tête et scruta le couloir. Il déglutit difficilement. Alors sa voix sonna calme, mais pleine de vérité. La veille de l'enterrement, j'étais sous le pont, là où je dors. J'ai entendu une voiture garée non loin. Il y avait 2 hommes à l'intérieur, Williams et le docteur David. Ils se disputaient. J'ai entendu Williams dire que le poison avait fait effet, qu'elle avait déjà froid. Demain, nous l'enterrons avant que quiconque ne se doute de rien. Le médecin a dit qu'il avait peur, mais Williams lui a dit, fais ce que je te dis, sinon tu vas tout perdre. La foule explosa de nouveau. Le juge cria silence. La voix de Benjamin s'éleva. Je sus alors que s'il ne parlait pas, je l'enterrais vivant. J'attendis au cimetière. Quand ils ont apporté son cercueil, je les ai suppliés d'arrêter. Ils m'ont traité de fou, mais j'ai vu ses doigts trembler. Je ne pouvais pas les laisser descendre là-bas. Il s'arrêta, les yeux humides. J'ai perdu ma femme et ma fille il y a des années. J'étais impuissant à l'époque, mais pas cette fois, plus jamais. Le silence était pesant dans la salle, rompu seulement par les sanglots discrets de quelques femmes dans la galerie. Les yeux de Judith se remplirent de larmes. Elle murmura, « Que Dieu te bénisse, Benjamin. » L'avocat se leva d'un ton rauque. Alors, faut-il croire un mendiant, un homme qui dort sous les ponts? Comment savoir s'il n'a pas imaginé ces mots? Comment savoir s'il n'a pas été payé par les ennemis de mon client pour semer le chaos? Benjamin serra les mâchoires. Il s'est redressé. Je suis peut-être pauvre, je dors peut-être dans la rue, mais je ne mens pas. Je n'ai rien à gagner, seulement la vérité à dire. La juge se pencha en avant, le visage sévère. Le témoin a parlé courageusement. Que le tribunal évalue ses paroles à la lumière des preuves. Williams frappa sur la table. Ils mentent tous. Mais sa voix se brisa, désespérée, profonde. Le marteau frappa de nouveau. À l'ordre. Au fil du procès, une vérité s'imposa.
Le masque de Williams était tombé. L'empire dont il rêvait lui échappait. Et Benjamin, l'homme qu'elle n'aurait jamais remarqué dans ses jours plus riches, était désormais la clé de sa chute. Tandis que Judith était assise, la main serrée autour de celle de Benjamin, une nouvelle pensée s'alluma dans le cœur de chaque spectateur. Peut-être que ce n'était pas seulement sa résurrection, mais la sienne aussi. Le jugement de vérité avait commencé, et rien ne serait plus jamais comme avant. Le procès s'est étalé sur plusieurs jours. Chaque matin, la salle d'audience était bondée de journalistes, de magnats des affaires et de simples citoyens venus simplement voir Judith Anderson en personne. Chaque soir, les gros titres des journaux nigérians faisaient la une des journaux, de la tombe à la salle d'audience, annonçant le retour choquant de Judith. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. William était assis, raide, ses costumes autrefois impeccables froissés, les yeux injectés de sang après des nuits blanches. L'homme d'affaires avait terminé son discours mielleux, tant admiré par le public. Il ressemblait à un animal en cage, arpentant la pièce en grognant chaque fois qu'un témoin parlait contre lui. Le docteur David, quant à lui, s'affaiblissait à chaque séance. Il évitait le regard de Judith, les épaules voûtées comme s'il portait le poids de sa trahison. Parfois, il marmonnait des prières, les doigts tremblants, dès qu'une épreuve se présentait. Le 4e jour, le procureur a appelé un nouveau témoin, Tchèque, le chauffeur personnel de Judith. Homme imposant à l'air honnête, il s'est approché du bar d'une voix calme. « Monsieur, ça a commencé ? La nuit où elle s'est évanouie, je l'ai conduite à l'hôpital. Elle avait du mal à respirer. Mais arrivé à la porte, le docteur David m'a dit de partir et qu'il s'occuperait de ça en privé. Je l'ai supplié de rester. Il a refusé. 2 heures plus tard, il annonçait sa mort. La salle d'audience était muette. Judith se couvrit la bouche, des larmes ruisselant sur ses joues. Sheikh baissa la tête. Il savait que quelque chose n'allait pas. Sonora était faible, mais elle n'était pas encore partie. Elle aurait dû se battre plus fort. Le procureur acquiesça. Vous confirmez donc, monsieur Tchèque, que le docteur David a insisté sur l'isolement et n'a pas accordé de second avertissement. Oui, monsieur. La défense a débattu. Son dossier s'effondrait comme un mur de sable sous la pluie. Le toxicologue est ensuite venu présenter des graphiques et des diapositives. La substance trouvée dans la seringue s'appelle tétrodoxine. À faible dose, il stimule la mort, ralentit le rythme cardiaque, paralyse les muscles et masque la respiration. Sans équipement de pointe, la victime aurait facilement pu être confondue avec un cadavre. C'était intentionnel. Ce n'était pas un accident. Le silence retomba dans la pièce. Le poids de la preuve a été placé sur chacun d'eux. Finalement, le juge s'est tourné vers Williams. Monsieur Anderson, vous avez entendu les accusations, les témoignages, les preuves scientifiques. Avez-vous quelque chose à dire avant que ce tribunal ne rende son jugement ? Williams se leva lentement, le visage déformé, ni fureur ni désespoir. Sa voix se brisa tandis qu'il parlait. Oui, j'ai quelque chose à dire. J'ai aimé Judith avant, mais elle aimait ses entreprises plus que moi. Tout tournait autour de son empire, de ses milliards, de son pouvoir. Qui était-il ? Une ombre dans sa maison, le mari de personne. J'étais censé partager sa gloire, mais il m'a traité comme un serviteur. Judith tremblait comme frappée. Le public murmura de stupeur. La voix de Williams s'éleva, ses points de suture tremblaient. Alors oui, je voulais tout. Je voulais ce qui m'appartenait. S'il avait dû mourir pour que je puisse vivre aussi longtemps, le chaos s'ensuivrait. Des cris, des hurlements d'indignation ont rempli la salle d'audience. La juge frappa furieusement avec son marteau. C'est fini, c'est fini. Les larmes de Judith coulaient à flots. Il se tenait là, tremblant, mais fort, sa voix s'élevant au-dessus du vacarme. Quel idiot! L'amour ne se vole pas. Le respect ne s'impose pas. Tu avais toute ma confiance, ma maison, ma vie. Mais ta cupidité t'a submergé. Tu as tenté de me tuer, et maintenant tu t'es suicidé. Les yeux de Williams brûlèrent de folie. Je ne regrette rien, rugit-il. Savoir, résonna. Les gardes se précipitèrent alors, tentant de franchir le quai. Il les maintint au sol, leurs chaînes cliquetant,
et hurla quelques jurons. Le docteur David éclata en sanglots et s'effondra sur le sol du box. « Pardonnez-moi, monseigneur. Pardonnez-moi, Judith. J'ai trahi tout ce que j'avais juré d'être. Je mérite la mort. » Le marteau du juge tonna. Un silence tendu s'abattit sur la pièce. Sa voix était ferme, inébranlable. Ce tribunal dispose d'une audience suffisante. William Sanderson est coupable de tentative de meurtre, de complot en vue de commettre un meurtre et d'avidité extrême. Vous êtes condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec travaux forcés. Que vos chaînes vous rappellent la vie que vous avez essayé d'enterrer. William se débattit tandis que les gardes l'emmenaient. Sa voix résonna. Cela aurait dû être à moi, rien qu'à moi. Le juge se tourna vers le docteur David. Et vous, docteur David, à qui la vie a été confiée, mais qui semait la mort, votre trahison de votre serment est impardonnable. Ce tribunal le condamne également à la réclusion à perpétuité. Tu ne tiendras plus jamais la vie de quelqu'un entre tes mains. Le docteur David s'est effondré sur sa chaise, trop brisé pour résister, tandis que la police l'emmenait. Le marteau a frappé une dernière fois. Le public s'est levé. La salle a éclaté en applaudissements et en larmes, résonnant du poids de l'histoire. Les journalistes n'ont pas tardé à diffuser le verdict. Judith, épuisée, s'enfonça dans son siège. Son corps tremblait de soulagement et de douleur. Elle murmura « C'est fini ». Mais à côté d'elle, Benjamin lui caressa doucement la tête. « Non, madame, ce n'est que le début. Vous avez trouvé votre vie, et maintenant, que faites-vous » Elle se tourna vers lui, ses yeux doux, ses lèvres tremblantes de gratitude. « Je ne serai pas là sans toi. Tu n'as ni foyer ni repos. Et pourtant, tu m'as donné les deux. Benjamin, tu m'as sauvé. » Benjamin détourna le regard, la voix basse. « J'ai fait ce que j'avais échoué jusqu'à présent. J'ai laissé tomber ma femme et ma fille. Mais cette fois, je ne pouvais pas échouer. » Judith toucha sa main ferme et chaleureuse. « Tu n'as pas échoué. Tu étais mon miracle. » Autour d'eux, les gens se rassemblèrent, essayant de serrer la main de Benjamin, lui tapotant le dos, le félicitant. Il était resté invisible pendant des années, une ombre dans les rues. Maintenant, il se tenait dans la lumière. L'homme qui avait empêché des funérailles, l'homme qui avait sauvé un milliardaire. Judith se leva, lui tenant toujours la main. « Tu ne retourneras pas sur le pont ce soir, dit-elle fermement. À partir de ce jour, tu marcheras à mes côtés. Si je revivais, tu reverrais aussi. » La gorge de Benjamin se serra. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais il baissa la tête en silence. Pour la première fois depuis des années, il se sentit écouté, tandis qu'il quittait la salle d'audience, Judith, Santé et Benjamin à ses côtés, la foule à l'extérieur rugissait comme une tempête. Les flashs des appareils photo crépitaient. Des voix criaient son nom. Benjamin. Benjamin, l'homme qui a arrêté la mort. Et bien que les chaînes se soient refermées sur Williams et David, de nouvelles portes s'ouvraient que ni Judith ni Benjamin n'avaient jamais imaginées auparavant. La bataille pour la justice était gagnée, mais le chemin de la rédemption ne faisait que commencer. Les lourdes portes du manoir de Judith Anderson s'ouvraient sur une nouvelle saison de vie. La maison, qui avait autrefois embrassé le deuil, respirait désormais un air frais. Ses couloirs étaient baignés de soleil et d'espoir, mais derrière cette luminosité, les cicatrices de la trahison persistaient. Après la fin du procès et la condamnation de Williams et du docteur David, Judith a invité Benjamin à rester sur sa propriété. Un soir, après le dîner, elle le conduisit dans son bureau privé. La pièce était bordée de bibliothèques en acajou, de livres soigneusement rangés et d'une unique lampe diffusant une douce lumière.